d'observation, de solidarité, enfin bref, une manifestation concrète à la rencontre des actrices et des acteurs tunisiens aujourd'hui, dans un contexte sur lequel on va bien entendu revenir tout à l'heure. Mais aussi, le comité a publié un texte dont je suppose vous allez l'avoir, ou vous l'avez déjà, qui explicite sa démarche, ses objectifs et son analyse de la situation, ainsi que les perspectives qui se donnent pour l'avenir. Alors cette délégation, cette mission est composée de nos trois amis, de droite à gauche. Donc c'est Giovanna Tanzel, qui est vice-présidente du REF, du réseau Euromed France, Khadija Riadi, militante marocaine et maghrébine de défense des droits de l'homme. Elle est présidente de la coordination des organisations maghrébines et droits des humains. Et puis notre ami Souaz. Alexis de Soir. Voilà, comme ça, je n'écorche pas. Alexis de Soir, c'est mon cas, qui est vice-président de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, avocat. Et je nous viens de Belgique, Khadija nous vient de Maroc, et Giovanna, on va dire franco-italienne, c'est plus... Eh bien, alors cette mission s'est donc rendue en Tunisie dans un contexte que probablement vous le connaissez, mais je vais essayer de le décrire de manière télégraphique, mais on peut revenir sur les détails. D'abord, une dérive autoritaire qu'on a constatée depuis le coup d'État contre la Constitution du 25 juillet 2021 par M. Kais Saied, qui s'est traduit très rapidement par un verrouillage et un contrôle de tous les niveaux de l'État, en particulier les deux principaux, à savoir la police et l'armée, enfin l'appareil sécuritaire de manière générale, avec aussi une mise au pas absolument terrible du système judiciaire tunisien, qui n'est plus, d'ailleurs, comme l'Assemblée, comme d'ailleurs les autres compartiments de l'État, qui ne sont plus des pouvoirs, qui sont devenus des fonctions, donc, comme le nom l'indique, au service de l'exécutif et en particulier du chef de l'exécutif. En fait, on a constaté une mutation assez rapide d'un petit professeur de droit, spécialiste dans la Constitution, qui s'est mu en quelque sorte en apprenti dictateur, en faisant l'usage d'un discours populiste sur lequel aussi on peut revenir, mais en profitant en particulier, en mettant à profit un certain nombre de défaillances, pour ne pas dire un certain nombre d'erreurs, un désenchantement en réalité que les Tunisiens et les Tunisiennes ont connu suite ces dernières années, en particulier aggravé par une crise de Covid qui a été vraiment terrible. La Tunisie a connu plus de 20 000 morts de cette épidémie. Alors, évidemment, le contexte aussi, c'est que la mission s'est rendue presque pendant la campagne, ou le début de la campagne officielle, d'un scrutin présidentiel qui, normalement, est censé donc se dérouler le 6 octobre, mais très rapidement, on peut dire, mais là aussi je laisserai les liens, très rapidement, c'est qu'on constate qu'il n'y a plus de garantie de transparence et de liberté, qu'il y a une manipulation incroyable, une manipulation juridique du système judiciaire, doublée donc de la répression, et puis il y a une instrumentalisation inqualifiable de l'instance électorale, dont le nom est fortement de l'instance supérieure indépendante pour les élections, mais qui a réellement perdu et son indépendance, son autorité qu'elle a su gagner depuis la Révolution jusqu'à 2019. Voilà. En fait, un commentaire, un spécialiste tunisien a déjà qualifié la situation dans laquelle se trouve ce scrutin, ce processus électoral, par une bordélisation du processus électoral, parce que réellement, personne ne sait d'où ça vient, comment ça se fait. En tout cas, ça a l'apparence de processus électoral, mais ce n'est plus un processus électoral, c'est un processus de validation par tous les moyens, et en particulier les moyens illégaux sur lesquels on peut revenir, de la poursuite de l'accession de M. Kais Saied au pouvoir. Alors sans tarder, je ne sais pas dans quel ordre
On va donner la parole. On va donc demander à nos amis de restituer en quelque sorte, d'après eux, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont senti de cette mission et évidemment, qu'est-ce qu'ils nous disent, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire comme impression, mais aussi comme peut-être recommandation par la suite. Je commence par qui? Je vous remercie pour cette présentation. On s'est partagé le travail de retour de mission et on a voulu le commencer par le mode opératoire de la répression en Tunisie pour l'étouffement de toute dissidence. Et c'est cette partie-là que moi je vais développer. Et c'est vraiment, on a commencé cette mission le premier jour en rencontrant nos organisations membres de la FIDH, notamment dans les locaux de la Ligue tunisienne de défense des droits de l'homme. Il y avait la Ligue tunisienne évidemment, l'Association tunisienne des femmes démocrates, le Forum tunisien de droits économiques et sociaux et d'autres organisations de la société civile. Et c'était important pour nous de commencer par les organisations de la société civile pour comprendre ce régime de répression qui s'est mis en place avec le président depuis 2019. Et c'est vraiment la leçon qu'on retient, c'est que la répression qui touche toutes les catégories de la société, la répression est un outil du pouvoir en place. Et je vais développer 4 moyens pour cette répression, pour montrer comment elle s'est mise en place. Et le premier moyen, et c'est très important, c'est d'abord s'attaquer à la magistrature. C'est comme ça que cette répression s'est mise en place. La magistrature, et vous l'avez dit, qui a été dégradée de pouvoir judiciaire à une fonction judiciaire. La dissolution du Conseil supérieur de la magistrature avec un nouveau Conseil aux ordres. Les décrets, limogeage des juges, les juges révoqués, les juges mutés, les juges dérangeants qui sont mutés. Une particularité, cette création de couloirs de justice, j'ai envie de dire plutôt couloirs d'injustice, où finalement à chaque étape de l'interpellation de la personne qui est déférée devant un juge d'instruction et puis qui passe devant un juge de renvoi et puis un juge correctionnel au fond qui va le condamner, il y a un couloir de juges acquis au pouvoir avec les juges indépendants qui sont écartés et comme ça on est sûr que l'interpellation de la personne va mener à la condamnation de la personne. C'est quand même très ingénieux comme système. Une magistrature qui n'a plus aucune indépendance. Les avocats nous disaient, parce que ça fait partie, et c'est un sous-moyen de ce premier moyen, c'est comment sont traités les avocats. Les jugements sont écrits à l'avance au bureau du ministre de la Justice, de la ministre de la Justice. Les droits de la défense sont bafoués au point où la défense est en danger, nous disaient les avocats. Je pense à un avocat qui disait « parler à la radio suffit pour être poursuivi pour diffamation de la ministre de la Justice ». Et le résultat de cette terreur et de l'instauration de ce climat de peur, c'est que des juges aussi s'auto-imposent les décisions. Un peu ce que je développerai pour les journalistes, l'autocensure, eh bien, il y a la même chose chez les juges. Les avocats sont obligés de travailler dans un climat de peur, une vingtaine sont déférés à la justice, 5 sont en prison pour l'instant, et on peut regretter, et je vais être assez dur, je suis avocat donc je peux peut-être me le permettre, que le soutien de l'ordre national des avocats de Tunisie est trop timoré, trop faible pour les avocats, en n'osant pas prendre de risques, en jouant petit bras, en défendant peut-être les avocats dans le rôle d'avocat dans le prétoire, mais pas les avocats dans la cité. Alors qu'on sait que dans toute démocratie, le rôle des avocats dans le cadre de la défense des droits et libertés, présents hors du prétoire pour défendre les droits humains, ils ont évidemment un rôle en première ligne. Les avocats sont utilisés par le pouvoir judiciaire aux ordres pour purger les irrégularités et dire qu'un procès est équitable vu que les avocats sont là. Retenez bien ça, parce que, et je reviendrai dans mes 4 points de conclusion, c'est un cas d'école de s'attaquer de la sorte à la magistrature pour instaurer un pouvoir totalitaire. Le deuxième moyen, c'est s'attaquer aux politiques, aux responsables politiques. C'est la suite du coup d'État, le self-coup du 25 juillet 2021 avec la dissolution du Parlement. Le Parlement est écarté. J'ai parlé du pouvoir judiciaire, rétrogradé. Le pouvoir législatif devient une fonction législative, avec des parlementaires aux ordres. On l'a vu lors du passage de la proposition de loi sur laquelle ma collègue va revenir, qui enlève le contentieux électoral du tribunal administratif pour le confier à la cour d'appel qui est aux ordres. Le pouvoir législatif n'existe plus. Et donc, il reste le pouvoir exécutif. Le
pouvoir judiciaire écarté, pouvoir législatif instrumentalisé complètement, ce sont des fonctions. Qu'est-ce qui reste? Le pouvoir exécutif tout-puissant, avec un seul homme qui a même écrit la Constitution. L'activité politique est criminalisée, elle est traitée de corrompue, de terroriste. Le fameux détournement des législations antiterroristes pour poursuivre les responsables politiques, avec le système judiciaire, des législations antiterroristes, garde à vue 15 jours, détention préventive 14 mois. Il y a même des responsables politiques qui sont en détention préventive depuis plus longtemps que ce que permet la loi antiterroriste. De nombreux politiques emprisonnés, interdits de voyager. Une réunion politique est transformée en complot contre le président. Donc aucune activité politique sérieuse n'est possible. Et puis il y a l'immense farce, et je n'utilise pas un autre mot, l'immense farce de l'ISI, l'Institut supérieur indépendant des élections, qui en fait est une boîte de communication du président, qui est une machine à poursuivre toute voix dissidente, qui ne respecte même pas les décisions du tribunal administratif qui l'oblige à reprendre sur la liste des candidats aux élections les 3 candidats écartés. Et la loi qui est passée vendredi, je ne m'étendrai pas là-dessus. Le troisième moyen mis en place, c'est la criminalisation des mouvements sociaux et de la société civile pour éliminer leur mobilisation, leurs actions. C'est la technique de la terreur qui est mise en place. C'est la répression par l'exemple. On arrête quelques responsables d'ONG pour que les autres se taisent. Et on fait la même chose pour les journalistes. Face à cela, il y a la montée du populisme et discréditer la défense des droits humains, pour discréditer les ONG qui défendent les droits humains. Avec une situation particulière que je veux mentionner, et qui est revenue dans plusieurs discussions, c'est l'oppression des femmes, que certains disaient qu'on n'observait même pas sous Ben Ali. C'est dire, avec ce discours misogyne du président, mais des arrestations de femmes qui se multiplient, notamment au mois de mai dernier, et c'est vraiment le cri d'alarme que lançait l'Association tunisienne des femmes démocrates. Le quatrième moyen, rassurez-vous, j'en ai que 4. Le quatrième moyen, mais c'est déjà assez grave comme ça, le quatrième moyen, s'attaquer à la presse, évidemment. Notamment par l'ISI, la farce que j'évoquais tout à l'heure. Les journalistes, alors s'ils sont correspondants de l'étranger, voient les journalistes tunisiens qualifiés d'agents de l'étranger, un grand classique pour s'attaquer à la presse, des poursuites judiciaires, il y a 5 journalistes en prison, 40 en procès, et puis, ce qu'on nous expliquait au syndicat national des journalistes de Tunisie, les avertissements. Un petit coup de fil pour dire ce que vous avez dit là, lors de tel débat, ou telle idée, dans tel article, ou dans tel éditorial, attention. On instaure ce climat de peur. Le résultat classique, recherché, bien connu, c'est pas seulement la censure, mais c'est l'autocensure qui s'instaure avec des journalistes qui n'osent plus écrire ce qu'ils apprennent, ce qu'ils voient. Voilà de quoi se plaignent les journalistes en Tunisie. Et à côté de ça, on a un pouvoir qui distille ces théories du complot pour tout expliquer. Tout problème, c'est un complot. La pénurie de tel aliment, c'est un complot. Et ainsi de suite. Alors, on avait chacun un temps de parole assez limité, et donc je vais en arriver déjà à mes conclusions. J'en ai 4 aussi, mais c'est très court. Première conclusion, on constate qu'il y a tous les pouvoirs concentrés entre les mains d'un seul homme qui décide tout et qui dépasse toutes les limites. C'est une terreur organisée, notamment par des décrets présidentiels. Je vais citer le fameux décret 54, avec l'élimination, et ça c'est symptomatique, l'élimination de tous les corps intermédiaires. Le populisme, un seul homme qui est en communication avec le peuple et qui élimine tous les corps intermédiaires. Après les élections du 6 octobre, la crainte, c'est évidemment qu'il va poursuivre cette concentration de tout le pouvoir et détruire le reste, ce qu'il reste des libertés, avec une situation socio-économique de plus en plus catastrophique, où notamment, et c'est revenu plusieurs fois, l'amélioration des finances publiques pour plaire à la communauté internationale, ces fameuses normes, le FMI, etc., eh bien, ces améliorations des finances publiques se font au détriment de la population. Deuxième conclusion, la Tunisie est un cas d'école. Vraiment. C'est un cas d'école parce que c'est le retour de la dictature dans un laps de temps très court.
Et ce n'est pas facile de réinstaurer une dictature dans un laps de temps court. Et finalement, le président nous livre le mode d'emploi. Comment faire pour réinstaurer une dictature? Eh bien, le message c'est « Prenez d'abord la magistrature ». Et après, les dominos vont tomber les uns après les autres. Mais prenez d'abord la magistrature. Et c'est en ça que la Tunisie est un cas d'école. En Tunisie, on est emprisonné pour avoir donné son avis. On a rencontré des familles de détenus qui nous ont parlé des conditions de détention aussi, qui sont terribles. Et la situation des familles des détenus, des épouses ou des enfants, des droits de visite, le non-accès aux avocats qui doivent demander des autorisations pour aller voir leurs clients en prison, un vrai problème. Tout ça sous couvert de lutte contre le terrorisme, et on applique de nouveau ces régimes particuliers de détention pour les terroristes aux opposants politiques, aux dissidents politiques ou aux détenus d'opinion. Troisième conclusion, et c'est interpellant, c'est ce sentiment d'échec qu'on a rencontré dans, je dirais, la confidentialité des réunions, où plusieurs personnes rencontrées, et je pense à certains responsables politiques aujourd'hui relégués dans l'opposition ou poursuivis, font part de ce sentiment d'échec, et aussi, il faut le saluer, cette autocritique, en disant on a échoué dans la construction des instances pour solidifier les acquis de la Révolution. On n'a pas réussi à enraciner les acquis de la Révolution dans la durée. Et notamment, par exemple, la classe politique et le Parlement qui n'a pas réussi à créer cette Cour constitutionnelle qui, aujourd'hui, aurait pu nous prémunir contre les décrets illégaux pris par le président. Et donc, effectivement, il y a toute une classe politique aujourd'hui qui s'en mord les doigts, mais peut-être des leçons intéressantes à tirer pour l'avenir, surtout pour ceux qui évoquent quand même, avec une touche d'espoir, la situation actuelle comme un soubresaut dans la révolution de Jasmin, en disant peut-être qu'on doit passer par là pour après consolider les acquis de la révolution et que ce n'est qu'un soubresaut. J'espère qu'ils ont raison. Et donc il y a beaucoup d'autocritique dans le sens où la médiocrité de la classe politique a été la voie royale pour le président Kais Saied. Et mon dernier point, mon quatrième point, c'est que la Tunisie, et c'est une critique pour la communauté internationale, la Tunisie post-révolution a manqué de la solidarité internationale. Pire, il y a une responsabilité de la communauté internationale qui soutient un régime totalitaire. On l'a encore vu récemment avec la visite de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui, par sa visite, par ses poignées de main, ses beaux sourires et ses discours, légitimise ce pouvoir dictatorial concentré aux mains du président. Et la communauté internationale contribue à la mise en place de ce régime totalitaire pour ses intérêts. Ses intérêts, c'est quoi? Je ne dois pas vous faire de dessin. C'est stopper la migration. Et donc, tant que la Tunisie fait le sale boulot pour l'Union européenne, on est prêt à détourner le regard, à fermer les yeux sur ce qui se passe en Tunisie. Et c'est évidemment les intérêts économiques du continent européen, de la communauté internationale également. Voilà. Merci. Merci. D'accord, merci. Je suis heureuse d'être là, malgré que cette mission que nous avons faite en Tunisie a été très lourde émotionnellement. Il y a beaucoup d'émotions qu'on a eues, parce que les gens sont là, ils subissent tout ce qu'ils subissent, mais comme je dirais à la fin de mon intervention, ils ont beaucoup d'espoir. Donc, je suis chargée de parler de la question des élections présidentielles. Comme d'habitude, je travaille en arabe, et comme je ne peux pas faire mon intervention en arabe, j'ai préparé une intervention écrite en français. Donc, je vais commencer d'abord par le dernier point, le dernier maillon de cette chaîne répressive du président M. Kais Saied, qui est le dernier amendement de la loi électorale. Comme vous l'avez certainement suivi, des milliers de personnes ont manifesté devant le Parlement tunisien vendredi passé pour dénoncer l'amendement de la loi électorale. Ce changement de loi s'opère à 10 jours de l'élection présidentielle prévue le 6 octobre. Cette révision, initiée par le président Kais Saied, a pour objectif de transférer la compétence de validation des élections présidentielles du tribunal administratif, qui est composé de
27 juges à la Cour d'appel de Tunis, qui est composée d'un juge et de 2 conseillers. Rappelons que le tribunal administratif avait jugé recevable les recours de plusieurs candidats au présidentiel, annulant ainsi les décisions de l'instance suprême ou supérieure des élections, indépendante des élections, qui est désormais, comme l'a bien expliqué Alexis, un organisme au service du président. Rappelons aussi que l'actuel président lui-même avait déclaré en 2021 que d'un point de vue éthique, il n'est pas acceptable de modifier les lois électorales au cours de l'année pendant laquelle les élections ont lieu. Il a pourtant changé quelques jours avant les élections. Cette révision de loi intervient dans un contexte politique répressif. Là, ça a aussi été bien expliqué par Alexis dans son intervention, puisque le président Kais Saïed avait déjà mis en place plusieurs lois liberticides, à commencer par la réforme constitutionnelle même, qui a instauré un régime hyper présidentialiste, alors que le taux de participation dans ce référendum qui a validé cette constitution n'a été que de 30,5%, ce qui remet en cause la légitimité même de tout le processus. Les élections du 6 octobre ne seront certainement pas un moment démocratique où le peuple tunisien exprimerait sa volonté. Tous les faits relevés lors de notre mission confirment que le président sortant n'épargne aucun moyen, aussi illégitime soit-il, pour s'assurer d'être le vainqueur au premier tour des élections et sans aucune contestation. Parmi les mesures prises par le président tunisien pour y parvenir, il y a plusieurs mesures. D'abord, la promulgation de lois régressives et répressives, comme on a dit, qui font de lui un président omnipotent, le pouvoir judiciaire n'étant plus qu'une fonction qui dépend complètement de lui. Aussi par une campagne de mépris des juges orchestrée par le président, qui a facilité la domination du pouvoir judiciaire par le biais de la diffusion d'un discours qui les dénigrait, visant à préparer l'opinion publique à destituer plusieurs d'entre eux et de s'emparer du pouvoir de nomination et de sanction des magistrats. Cela lui a permis de révoquer 54 juges et de créer un climat de peur parmi eux. Aussi, la domination de l'instance supérieure indépendante des élections en portant atteinte à son indépendance même, par la nomination unilatérale de ses membres sans aucun consensus avec les partis politiques, comme ça a été fait auparavant. Aussi, l'étouffement de toutes les voix critiques par une politique de répression, par exemple. Ça a aussi bien été expliqué par Alexis, aussi bien au milieu des juges qu'au milieu des journalistes, et aussi au milieu des utilisateurs des réseaux sociaux. Également une concurrence déloyale avec ses opposants politiques, les opposants du président actuel, dans la mesure où le président actuel profite de son poste de président pour utiliser les moyens publics dans sa campagne électorale, en exploitant les médias publics. Après les avoir dominés, là aussi, il a pu mettre dans les directions des médias des personnes qui dépendent de lui, et en utilisant aussi la page officielle de la présidence qui est financée par l'argent public et d'autres moyens aussi. Il affronte également les autres candidats en compétition, aussi bien les candidats appartenant à la gauche que ceux appartenant au courant islamiste, il élimine tout le monde, par des moyens illégaux. L'instrumentalisation de cette même instance suprême de l'indépendance des élections, qui ne joue plus son rôle de supervision et de régulation après l'avoir dominé donc par le président Kassem. Également des obstacles administratifs érigés devant les candidats, tels que le refus même de délivrer des pièces administratives requises dans le dossier de candidature, et le rejet des dossiers de presque tous les candidats, et le refus même d'exécuter la décision du tribunal administratif exigeant de réinscrire 3 parmi eux sur la liste des candidats. Également l'assignation à résidence par une décision arbitraire d'un des candidats, à savoir l'ancien ministre de la Santé au premier gouvernement avant juillet 2021. Aussi, l'arrestation du seul candidat qui reste dans la course des présidentielles. Il est poursuivi pour multiples chefs d'accusation dans différentes villes et dont les audiences se tiennent parfois en même temps
pour l'épuiser et le priver de la possibilité de mener une campagne électorale, en plus de la violation de son droit à un procès équitable. Pour rappel, M. Kais Saïed avait pris tous les pouvoirs en main le 27 juillet 2021, après avoir utilisé l'article 80 de l'ancienne Constitution pour suspendre le Parlement, limoger le chef du gouvernement, et il s'est érigé en chef de l'exécutif et du parquet. Et c'est cette situation exceptionnelle qu'il a officialisée par sa Constitution, qu'il a écrit lui-même et qu'il a fait valider une année après son coup d'État par un référendum contesté par ses opposants. Cette nouvelle situation en Tunisie préoccupe tous les peuples de la région. Je suis marocaine et je suis parmi ces peuples qui se soucient de la situation en Tunisie. Dans la mesure où la Tunisie était notre espoir d'être l'exemple à suivre dans la région en tant que démocratie émergente. Elle était le seul pays ayant échappé au chaos et au retour de la dictature parmi ceux qui ont connu des soulèvements en 2011. Malheureusement, le régime en place, c'est-à-dire que le régime actuel en Tunisie s'aligne avec les régimes autoritaires en place dans les pays de la région, voire qu'il s'inspire de leurs méthodes répressives. Il y a énormément de ressemblances dans les méthodes de répression de Kais Saïed, tout ce qui se passe au Maroc, par exemple. Je suis défenseur des droits humains au Maroc et on a suivi énormément de cas de détention politique et d'atteinte à l'indépendance de la justice et d'autres méthodes. Les peuples de l'Afrique du Nord affrontent des régimes autoritaires dont les pratiques se ressemblent, dans la répression de la dissidence, l'anéantissement du pouvoir judiciaire, l'incapacité à répondre aux aspirations des populations, aussi bien en matière de démocratie qu'en matière de développement et de prospérité. N'oublions pas que le régime de Kais Saïed n'a pas pu répondre au minimum de demandes pour une vie digne aux Tunisiens, que la situation économique s'aggrave, la pauvreté s'accentue, le chômage aussi. Donc c'est toujours les méthodes des dictateurs, au lieu de répondre à ces aspirations, ils utilisent la répression. Toutefois, si les régimes de la région se ressemblent dans leur méthode d'oppression, ces peuples se ressemblent aussi dans leur attachement à réaliser leurs aspirations et recouvrer leur dignité. Et c'est ce que nous avons senti chez les organisations et les personnes rencontrées à Tunis. Elles sont pleinement convaincues que le peuple tunisien retrouvera bientôt le chemin de la démocratie qu'il avait entamé en 2011 et reprendra la construction de son pays comme il le décidera lui-même en dépit de toutes les difficultés actuelles. Et ce que nous avons senti et vu et entendu lors de nos entrevues, c'est cette haute critique qui a été relevée par Alexis. Les personnes sont très responsables et sont très conscientes de leurs responsabilités, aussi bien dans ce qui s'est passé que leurs responsabilités dans l'avenir pour la lutte pour la démocratie en Tunisie. Merci. Merci. Voilà. Eh bien, on m'a confié un dossier particulièrement délicat à l'issue de cette mission que nous avons fait en Tunisie il y a quelques jours. On m'a confié la tâche de faire un point sur la question migratoire en Tunisie, qui est complètement centrale, à la fois dans la vie de la population tunisienne, mais plus généralement comme dossier politique majeur pour la vie de la Tunisie. Je partirai de trois petits constats d'une certaine manière assez banals, mais le premier, c'est que les drames en Méditerranée augmentent. Par exemple, en 2023, 3105 personnes sont mortes et disparues en Méditerranée, et un record depuis 2017 de morts en mer depuis 10 ans, de 30 000 morts. La question se pose, qui m'a été posée d'ailleurs, de la relation entre ce dossier-là, qui est très central pour la Tunisie, et l'Union européenne, qui est aussi un acteur de la question migratoire
chaque pays et l'Union européenne en tant que telle, qui a pour but d'externaliser de plus en plus les frontières européennes, qu'il s'agisse de l'Égypte, mais surtout la Tunisie et d'autres pays de la rive sud de la Méditerranée qui sont gouvernés par des régimes autoritaires et soutenus par des accords de l'Union européenne dans le but de gérer les flux de migrants et de gérer les frontières de l'Union européenne. Deuxième autre constat, c'est le durcissement qu'on constate des politiques migratoires, qu'il s'agisse des migrants économiques et aussi les réfugiés politiques. On assiste à une dégradation de l'accueil sur le sol européen, mais aussi une détérioration des conditions de la vie des migrants dans les pays de transit, comme la Tunisie. La Tunisie est un pays typiquement de transit qui permet à de très nombreux citoyens des pays subsahariens qui vivent dans des conditions totalement inhumaines et donc ils subissent également les foudres du président Kais Saied qui a dit clairement des déclarations racistes à l'égard des subsahariens qui traversent la Tunisie pour ensuite prendre la mer. En général, dans toute l'Europe, les mesures contre l'immigration se sont multipliées dans le continent européen ces dernières années. Ce phénomène évolue en parallèle d'une montée sans précédent des partis et des mouvements d'extrême droite en Europe. Et nous avons là vraiment une sorte de relation entre le pouvoir politique en Tunisie et l'Europe, puisque il y a une montée sans précédent des partis et des mouvements d'extrême droite en Europe qui dialoguent très bien avec Kais Saied en ce moment, surtout sur la question migratoire. Partout en Europe, le paysage politique a entamé une mutation très grave depuis la Seconde Guerre mondiale. Les sociétés européennes semblent se refermer sur elles-mêmes au motif que l'immigration serait le responsable de tous les maux. Les secousses politiques et sociales au XXIe siècle ont pourtant été à l'origine d'un retour de ces partis d'extrême droite un peu partout en Europe, et l'immigration demeure de plus en plus un cheval de bataille des mouvements d'extrême droite en Europe, mais également en Tunisie. La déferlante frappe l'Europe de plein fouet, les élections après élections, tout au long des années 2020, les pays les plus civilisés, pour ainsi dire, nordiques de l'Europe, habitués aux gouvernements sociaux-démocrates comme les Pays-Bas, la Suède, la Finlande, et qui se considèrent comme des bastions de la démocratie libérale, eh bien, ils sont eux-mêmes dans une négociation avec la Tunisie sur la question des migrations. Tous ont fait campagne sur un objectif: réduire, empêcher totalement l'immigration, responsable des crises sociales, danger pour les sociétés européennes et vecteur d'insécurité. Sur ce sujet, nous avons pu constater à quel point le dossier migratoire est central en Tunisie, à la fois d'un point de vue, disons, des relations internationales, mais aussi par rapport à la société civile tunisienne. Et du coup, ça reste un dossier où l'alliance, d'une certaine manière, de l'Union européenne qui donne de l'argent à la Tunisie pour gérer, parce que c'est terrible de considérer ça comme une gestion, comme si c'était des marchandises, des gens qui sont dans le désespoir, d'une part parce qu'ils viennent
des pays subsahariens, mais aussi des Tunisiens, des jeunes Tunisiens, qui, dans la situation actuelle de dégradation de la démocratie en Tunisie, fait que beaucoup de jeunes aspirent à partir ailleurs. Et ça, c'est totalement légitime, et en même temps, c'est totalement impossible aujourd'hui de, disons, considérer que l'accueil des réfugiés dans tous les pays puisse être considéré comme un fait fondamental de relation entre l'Europe et la Tunisie, qui est un pays particulièrement frappé par cette histoire de transit notamment et d'immigration aussi. Voilà à peu près ce que je voulais dire. Sur ces questions, nous avons aussi des rendez-vous, notamment avec le Forum tunisien, l'FT2S, qui travaille énormément sur ces sujets et qui est extrêmement mobilisé là-dessus. Et je pense qu'ils font un travail absolument précieux sur ces questions-là. Voilà. Merci beaucoup pour cette description à chaud, puisque la mission a eu lieu il y a quelques jours, de la situation en Tunisie. Bon, on a bien sûr un petit moment pour échange, mais simplement on rappelle, je retiens quelques idées clés en quelque sorte. Là, on est en face d'une métamorphose d'une démocratie émergente, un cas d'école, dit Alexis. C'est-à-dire, il est livré un cas d'école pour la restauration rapide, efficace et d'une dictature dont on connaît déjà les ingrédients dans l'histoire de notre pays, dans la région. Un homme seul, etc. Peut-être qu'il y a des spécificités aussi. À ce propos, on rappelait aussi que la Cour africaine des droits de l'homme a déjà considéré que le processus de cette restauration-là était totalement non conforme aux principes internationaux, mais aussi aux engagements auxquels la Tunisie a souscrit, notamment au niveau africain. On a vu aussi les élections, là, ça rentre dans ce cadre-là, dans ce contexte. Et puis la question migratoire, en rappelant quand même que davantage c'est un instrument qui est utilisé pour en fait illustrer, d'ailleurs en Europe, chez l'échec de ce régime qui ne répond pas aux besoins les plus élémentaires aujourd'hui. Ce système le plus élémentaire des Tunisiens, vous avez certainement aussi constaté la pénurie des médicaments, des besoins essentiels, les queues, la cherté de la vie, etc. Alors, l'occasion pour les présents et les présentes ici de pouvoir aussi demander, poser quelques questions, quelques interrogations sur cette visite ou sur la situation en Tunisie. Alors, la parole est à vous. Ça aide envers les partis politiques, envers les corps intermédiaires. J'imagine que quand vous étiez lors de votre mission, vous êtes allé à l'encontre également du peuple tunisien. Je voulais vous demander l'intérêt que vous avez pu sentir envers ces élections et vous poser également la question vous parliez des conditions de vie qui sont dégradées, d'une situation économique qui n'est pas remontée, au contraire des promesses de Kais Saïed. Comment la population tunisienne appréhende ces élections? Est-ce qu'il y a un intérêt ou un désintérêt, au contraire, qui s'installe vis-à-vis des préoccupations économiques qui prennent plus de place? Oui, je pense que ça ressortait en tout cas de discussions qu'on a pu avoir même au hasard de rencontres, parce que 2 jours et demi de mission, ça passe très vite. Mais le hasard de rencontre, je retiens le fait que une personne avec qui je discutais ne connaissait même pas la date exacte des élections, que je testais un petit peu avec des citoyens l'idée que j'avais entendue de l'autocritique que les politiques nous faisaient lors de rencontres,
Tout de suite, ils disaient, oui, mais ça c'est quelque chose qu'ils ne nous disent pas à nous quand ils passent à la télévision ou quoi, mais ça les intéressait. Et je pense qu'effectivement, quand on entend des responsables politiques qui sont aujourd'hui persécutés ou relégués dans l'opposition et qui ont été au Parlement, voire membres du gouvernement, ils sont vraisemblablement co-responsables du désintérêt par les citoyens dans la chose publique, la chose politique. Et la dégradation, et vous posez la question, c'était y répondre, évidemment, la dégradation de la situation socio-économique, quand on est inquiet face au prix du sucre ou de l'huile et qu'on n'arrive pas à boucler son budget, c'est très difficile de continuer à s'intéresser aux droits et libertés. On sait bien que les droits fondamentaux, les libertés, dans un désert économique et social, ont du mal à être au centre de l'attention. Et c'est typiquement ce qu'on constate en Tunisie. Et là, je pense que ça nous avait vraiment frappé, c'est que le baromètre du taux de participation va être intéressant. C'est un baromètre. Le taux de participation qui va être décrété par cette farce de l'ISI, va être communiqué par cette farce qu'est l'ISI. Il faudra prendre ça évidemment avec des pincettes parce qu'on sait que le pouvoir aura intérêt à gonfler le taux de participation pour avoir ne fût-ce qu'un début de légitimité. Et donc, je pense qu'effectivement, pour répondre aussi à la question du peuple tunisien, là, ce qui me frappe, et c'est aussi pour ça que la FIDH, en tant que fédération, donc Fédération internationale pour les droits humains, et notre directrice générale, Éléonore Morel, faisait partie de la mission. Pour la FIDH, c'est vraiment important de répondre à l'appel, notamment de nos organisations membres, mais aussi les 3 organisations membres que j'ai citées, mais aussi d'autres organisations, parce que ces organisations se sentent abandonnées aussi par la solidarité internationale de leurs organisations pairs, PAIR évidemment, et c'est pour ça aussi que la FIDH a mis le temps, les moyens pour aller à leur rencontre, pour montrer cette solidarité, pour montrer aux organisations de la société civile qu'elles ne sont pas seules et essayer par là montrer aux citoyens et aux citoyennes tunisiennes qu'elles ne sont pas seules. Mais voilà, le problème est très complexe et notamment avec cette question socio-économique et le coût de la vie en Tunisie qui est exorbitant pour le Tunisien moyen. Je voudrais juste ajouter la question de l'UGTT. Il faut savoir que le syndicat a eu un rôle très important dans la mobilisation en 2011 et pour affronter des situations aussi difficiles, le rôle des syndicats est toujours important, mais la situation actuelle de l'UGTT qui est complètement écartée de la scène, qui est presque pas d'action, donc ça complique encore les choses. Et donc, vu les taux déjà très faibles de participation dans les élections passées, aussi bien législatives que pour le référendum de la Constitution, et vu cette situation économique très détériorée, il y a vraiment peu d'intérêt à la question des élections, et c'est ce qu'on a vécu. On n'a pas vu vraiment, ce ne sont que des témoignages, ce n'est pas une étude scientifique de la situation, on n'a pas vu vraiment une mobilisation dans la rue ou c'est-à-dire un contexte ou des choses qui disent qu'il y a vraiment un intérêt à ces élections. Juste un mot. Moi, je retiens le souvenir de quelques rencontres de notre mission là-bas, en particulier sur tout ce qui concernait la répression, qui était vraiment très impressionnante, puisque vraiment c'est devenu le royaume de l'arbitraire. Je pense à la rencontre que nous avons eue avec les femmes, les épouses de prisonniers politiques, qui était particulièrement intéressante. Moi, je n'ai pas vu ça dans la presse là-dessus, mais je pense que c'est vraiment un dossier important de voir à quel point l'arbitraire
régit d'une certaine manière la loi en Tunisie en ce moment, et qu'il se trouve qu'il y a des gens qui sont emprisonnés de manière totalement arbitraire, donc sans aucune espèce de raison précise. Et ça me paraît important aussi, parce que je crains que la société civile tunisienne, qui est une des plus riches, qui a une histoire extrêmement dense, qui a un rôle majeur depuis la Révolution, mais même avant et même après. Et aujourd'hui, je crains beaucoup pour que les associations de la société civile, qui sont surtout les défenseurs des droits humains, mais pas seulement, hein, même les autres, il y a là quelque chose d'ordre de la solidarité qu'il faut absolument, à mon avis, mobiliser en Europe, parce que je pense qu'il y a un danger véritable, surtout dans l'arrivée d'une nouvelle élection qui sera, par la force des choses, un moment aussi difficile pour les organisations de la société civile en Tunisie, il me semble. Juste pour réagir comme complément, dans une élection, on peut avoir des campagnes. Or, on a une élection le 6 octobre, le jour du vote, il n'y a pas de campagne, il n'y a pas de débat public. Les candidats, on ne les voit pas à la télé, ni à la radio, il n'y a pas de réunion publique, il n'y a pas de meeting, il n'y a presque pas d'affichage. Vous avez des tableaux, vous l'avez constaté, il n'y a qu'une affiche parfois du président, les autres n'ont pas leur affiche. Il n'y a pas de campagne, de sensibilisation et de mobilisation de l'instance électorale s'agissant de cette élection. Il n'y a pas de programme. La seule profession de foi dont on a connaissance, c'est celle du Qaïs-Saïd. Et quand on la lit, d'abord elle est difficilement lisible. Elle parle de guerre de libération, il parle de haine, il parle de destruction, il ne parle que de ça. C'est pas elle. Et les autres candidats, là, M. Zamel est en prison et il est ramené dans tous les tribunaux. Il va faire le tour de Tunisie, des tribunaux en Tunisie. Et l'autre candidat, qui était déjà un partisan, ça, il est quasiment inexistant. Parce que de toute façon, y compris les médias, ne les invitent pas, n'organisent pas Alors comment, dans ce contexte, on peut s'intéresser aux élections en Tunisie? D'ailleurs, le but, l'objectif, visiblement affiché de pouvoir, c'est de ne pas avoir campagne et de ne pas avoir une participation importante. Pour la simple raison qu'une participation importante, à condition, si certaines conditions minimales sont réunies. Évidemment, moi je suis d'accord avec Alexis, c'est qu'il faut vraiment se méfier le plus grandement des résultats qui vont être annoncés. Donc il n'y a aucune transparence. Aucune transparence. Contrairement à ce qui s'est passé dans toutes les élections précédentes, où on avait quand même une transparence qui permettent à l'opinion, qui permettent aux gens, qui permettent à la presse, qui permettent aux observateurs de pouvoir vérifier et de pouvoir aussi attester. Il n'y a plus l'observation électorale, il n'y a plus, elle est réduite carrément à quelques-uns, etc. Dans ce sens-là, le cas d'espèce, c'est vraiment s'inspirer de beaux opératoires qu'on trouve dans certains pays. Il faut rappeler quand même qu'il y a une convention de coopération entre l'instance électorale tunisienne et russe. Et on va voir une délégation russe certainement qui va venir observer les élections. Et bien sûr, quelle surprise, vous allez voir quand même. Donc, les Tunisiens, il faut bien des signaux pour qu'on puisse savoir quels sont. Il n'y a pas de sondage, les sondages sont interdits. Et dont on sait qu'il y a quelques sondages qui sont faits par un certain nombre de chancelleries et qui sont crédibles. On sait pertinemment que ces sondages-là, qui ne sont pas publics, malheureusement, indiquent quand même une taux de popularité en chute libre à peu près ça depuis janvier de cette année et qui atteint des C'est la raison pour laquelle on trouve cet affolement de pouvoir d'éliminer les candidats sérieux de la compétition et surtout de bloquer et de absolument neutraliser le seul candidat officiellement désigné par l'instance électorale et qui pourrait avoir une chance de pouvoir donc passer le premier tour ou peut-être gagner.
à condition évidemment que l'instance électorale respecte le minimum, ce qui n'est pas du tout. Le contentieux électoral, ce n'est pas simplement pour la validation électorale, c'est le tribunal administratif, de par la loi, doit donc, c'est la loi qui nous donne, le contentieux électoral a été transmis, en quelque sorte, à une autre instance, c'est la Cour d'appel et la Cour de cassation, le droit commun, en quelque sorte, qui ne connaissent ni dans les questions électorales, et par conséquent, ils sont sous les ordres du ministère de la Justice qui vont valider et qui vont probablement, très très probablement, refuser ou rejeter les recours. Parce qu'il y aura certainement des recours, y compris des candidats. Et puis on va prendre dessus, puis peut-être s'il y a encore une deuxième question. Ok, Maître Brahim Idriss, avocat tunisien. Voilà, je voulais remercier nos experts pour cette image qu'ils ont dessinée, qui est très sincère. Je veux quand même rebondir à ce que disait mon confrère à propos du mode d'emploi, du retour à la dictature que Kaïsaïd, d'ailleurs, il n'invente rien, mais bon, il y a un côté aussi intéressant qui explique ce coup d'État et la pérennité de cette aventure dramatique de Kaïsaïd, c'est que c'est l'armée et l'appareil sécuritaire. N'oublions pas cette image allégorique du char devant l'Assemblée des représentants. Donc, avant la magistrature, il se base essentiellement sur l'armée et sur l'appareil sécuritaire, et sans eux, il ne peut pas rester au pouvoir, même pas une heure. Bon, pour la migration, je me demandais si c'est pas l'impunité qui règne sur les violations des droits de l'homme des migrants qui explique le panorama sombre que règne sur cette question. Et puis, d'autre part, je me demandais s'il n'y a pas une sorte de crise de droit, ou du moins une régression des valeurs de droit et de démocratie que l'Occident ou l'Union européenne connaît, et qui explique aussi cette complicité avec Kaïsaïd. Merci. Merci. Petite réaction. On prend peut-être monsieur, et on va Je peux intervenir. Pierre Georges, puisqu'on me demande de me présenter. Donc oui, je suis frappé dans vos interventions, c'est que les forces politiques ne sont jamais mentionnées. C'est-à-dire qu'on a Kais Saied, alors j'ai appris le nom de M. Zamel, là, mais quelles sont les forces politiques qui sont... on est dans un univers complètement bizarre, parce que bon, pendant 10 ans, il y a eu les islamistes et les non-islamistes qui se sont déchirés dans la vie politique tunisienne, et tout ça a disparu, s'est évaporé. Voilà, c'est bizarre, ça donne vraiment une impression bizarre. On a l'impression qu'il n'y a plus rien. Nous avons rencontré les partis politiques. Voilà, mais alors, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils Pierre. Bonjour. Moi, j'aurais juste un petit ajout à dire par rapport aux élections et aux campagnes électorales. En fait, la campagne électorale du président a commencé bien avant la campagne officielle, et il n'a pas arrêté d'user aussi des médias publics pour faire sa campagne, et de la page officielle sur Facebook de la présidence pour justement lancer sa campagne qui s'est faite sur plusieurs étapes. Donc sa présentation aux élections, mais bien avant, il commençait à dénigrer tous les partis politiques, les journalistes qui soutiennent d'autres candidats, etc. Et pour finalement lancer sa propre campagne sur
les médias étatiques. Voilà. Merci. Vous voulez répondre d'abord ou peut-être... Non, allez-y, parce qu'on va quand même conclure, répondre d'abord, réagir et puis conclure. Voilà, ça sera. Ma première question, c'est est-ce que vous avez été autorisé officiellement à rentrer en Tunisie ou alors vous êtes rentré comme ça parce que, voilà, puisque les droits de l'homme, tout ça sont une petite question. La deuxième question, c'est que moi, je suis journaliste à France 24 et j'ai couvert toutes les élections qui ont eu lieu en Tunisie, que ce soit législative ou présidentielle. Et souvent, on n'a jamais eu de problème pour avoir des accréditations, sauf cette fois-ci. Pourtant, on connaît bien des gens au niveau du gouvernement qui nous facilitent les choses. Mais cette fois-ci, donc ça c'est juste pour vous dire, on n'a pas eu, et je pense qu'on n'aura pas. Et mes deux questions, c'est dans quelle mesure pensez-vous que finalement Kais Saïed ne s'inspire pas de son voisin algérien, parce qu'on voit bien que Tebboune a fait pareil depuis qu'il est élu depuis 2019 et que cette fois-ci il y a eu 3 candidats à la présidentielle, il y a aussi des chiffres gonflés. Est-ce qu'il n'y a pas finalement une entente entre ces deux hommes-là pour mener une politique finalement similaire? Et ma deuxième question, est-ce que vous ne pensez pas aussi que le ravage qu'a causé le Nahda pendant des années, qui a régné quand même en maître au niveau de la Tunisie, a produit aussi cet état désastreux dans lequel on vit aujourd'hui en Tunisie? Voilà, merci. C'est très rapidement. Donc peut-être on peut en poser. Est-ce que vous avez été autorisé? Question à lancer. Alors, on n'a pas demandé d'autorisation et donc nous sommes rentrés de manière séparée par l'aéroport. On s'est retrouvés à l'hôtel et on a commencé la mission. Voilà. Et donc, je crois que ça sera la dernière fois. Pour répondre à votre question, je n'avais pas mis de veste et j'étais plutôt en chemise pour essayer de me faire passer pour un touriste, comme ça vous avez vu clair. Il n'y a eu aucun problème. Je vais peut-être reprendre dans l'ordre les différentes questions qui se posaient, notamment celle de mon cher confrère. Oui, évidemment, vous avez raison. Comme on nous évoquait au syndicat national des journalistes de Tunisie, en soulignant ce mariage consanguin entre le politique, concentré entre les mains d'un seul homme, le sécuritaire et la magistrature. Et en disant ça, tout est dit évidemment pour le maintien au pouvoir dans ces circonstances-là. Et vous avez raison sur l'effondrement des valeurs, valeurs prônées par exemple par l'Europe, par l'Occident, et qui sont discréditées dans le discours du président. Et il y a une part de responsabilité indéniable dans le chef de l'Union européenne. Moi, je viens de Belgique. On parlait de l'accueil des migrants et l'hébergement, les conditions d'hébergement en Tunisie qui sont désastreuses. En Belgique, on connaît une crise de l'accueil des candidats réfugiés. La loi dit qu'ils doivent être hébergés et volontairement, le pouvoir, l'exécutif, n'organise plus leur hébergement et ils errent dans les rues de Bruxelles, la capitale de l'Europe. Le tribunal du travail, qui est compétent pour ça, condamne l'État à loger les demandeurs d'asile et le gouvernement s'assied sur les jugements, ne respecte pas les jugements. C'est une atteinte à l'état de droit. Comment est-ce que la Belgique, au cœur des institutions européennes, peut encore avoir un discours crédible sur l'état de droit quand ces choses-là sont connues par les autres pays, évidemment, parce que c'est une vraie crise en Belgique, et qui classe finalement la Belgique dans le rang de pays comme la Hongrie, où l'état de droit ne vaut plus grand-chose non plus. Et comment est-ce qu'on peut alors avoir un discours crédible à l'international sur les valeurs de défense des droits humains, sur le respect des textes internationaux, etc., etc. Et ça, évidemment, c'est instrumentalisé par le pouvoir tunisien pour dire, regardez, les fameux donneurs de leçons, ils ne sont pas crédibles eux-mêmes parce qu'eux-mêmes, ils ne l'appliquent pas. Et là, on a, et c'est aussi notre rôle en tant que fédération, la FIDH regroupe 188 organisations membres dans le monde de défense des droits humains, c'est que le poids de cette fédération puisse mettre et interpeller les politiques
sur cette perte de crédibilité, parce que, voilà, si on veut prôner à l'extérieur certaines valeurs, il faut donner l'exemple. Sur l'accréditation, je ne vais pas l'évoquer, mais lors de nos rencontres avec les journalistes, c'est vraiment quelque chose qui est revenu, notamment pour les correspondants étrangers, c'est cette difficulté de recevoir l'accréditation qui n'est plus valable que pour un moment, qui doit être demandée, la croix et la bannière pour l'obtenir. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais de nouveau, ça sont des indicateurs de ce tour de vis phénoménal qui là vise la presse, parce que il n'y a plus de transparence ou d'accès facilité. Alors, vous posez la question de l'inspiration algérienne. Je connais, j'avoue, moins la situation en Algérie. Oui, je lis dans la presse, et effectivement, le parallèle est très intéressant et pertinent. Ce qu'on a entendu, nous, en Tunisie aussi, c'est le parallèle avec la situation égyptienne. Et qu'il y aurait un scénario à l'égyptienne aussi, je ne veux pas être trop long dans ma réponse, mais où il y a des similitudes. Alors, comparaison n'est jamais raison, mais on voit des similitudes. Ce que je disais tout à l'heure, ce qui est très interpellant, c'est ce retour en arrière vers ce régime totalitaire dans un laps de temps très court, et comment Kais Saied s'y est pris pour réussir cet, entre guillemets, exploit dans un temps aussi court, et ce que je disais donc, en s'attaquant à la magistrature, et puis chaque fois à la suite des corps intermédiaires, avec ce régime de terreur. Les ravages d'Ennahda, oui, on l'a entendu à plusieurs moments, différents interlocuteurs en disant on s'est opposé à ce régime religieux qu'il voulait instaurer, maintenant on doit s'opposer à ce régime dictatorial, et probablement que ça a fort abîmé la fragile démocratie qui s'est mise en place petit à petit après la révolution en 2011, et les responsabilités du monde politique post-2011 sont effectivement grandes dans tout cela, et en particulier vers Ennahda, hein, je ne veux pas rentrer trop et attaquer un seul parti, mais quand on entend le discours qu'ils tiennent aujourd'hui, parce qu'ils sont relégués et poursuivis, qu'ils sont relégués dans l'opposition, on aurait aimé qu'ils tiennent ce discours-là quand ils étaient au pouvoir, notamment au niveau de la défense des droits et libertés. Alors ils ne vont pas aimer ce que je dis maintenant, mais je le pense sincèrement, et c'est une leçon à tirer, la leçon des occasions manquées, et donc dans le cadre du sort injuste qu'ils subissent maintenant au niveau emprisonnement, poursuite, persécution, quand ils étaient au pouvoir, ils auraient peut-être dû consolider la démocratie plutôt que de faire ce qu'ils ont fait. Alors c'est peut-être très naïf de ma part de le dire comme ça, mais je pense que ce n'est pas sans fondement. Et sur le fait qu'on n'entre pas dans les détails, dans l'énumération des partis politiques qu'on a rencontrés, on a rencontré des partis politiques de tous bords, mais ils sont tous un peu relégués à la même enseigne. Et donc on a préféré globaliser. Vous avez entendu qu'on a évoqué peu de noms, hein, voire quasiment pas de noms. C'est aussi parce qu'on ne veut pas mettre en danger par nos témoignages des personnes en particulier, qu'ils soient responsables politiques ou responsables associatifs ou journalistes. Mais nous avons les noms de toutes ces personnes, et on essaye aujourd'hui de tirer des enseignements plus globaux de tout ce qu'on a entendu comme témoignage de tous ces différents pans de la société tunisienne. Merci. Je voudrais juste ajouter que l'impunité, en fait, c'est la cause de toutes les violations des droits humains partout dans le monde. C'est la base de tout état de droit, c'est que l'impunité doit exister. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, Kais Saied fallait attaquer la justice avant d'attaquer toute la société, tous ses opposants, les partis politiques et le reste. Aussi, les forces politiques, en fait, d'après ce que personnellement j'ai remarqué, et je le savais avant de toute façon, c'est qu'ils ont, leur image a été très dégradée en Tunisie. Donc ils ont l'image des partis politiques, parce qu'ils ont fait des erreurs, ils le reconnaissent maintenant, ils savent qu'ils ont fait des erreurs, des divisions entre les partis politiques, les priorités qui n'ont pas été prises en compte là, au moment où il fallait les prendre en compte. Et on a rencontré plusieurs partis politiques, y compris le candidat qui est assigné à résidence
qui a créé un nouveau parti qui est sorti de l'Inde. Donc on a rencontré pas mal de partis. La conclusion que moi personnellement je peux citer, c'est que il y a comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une conscience de la responsabilité qu'ils ont aussi de la situation actuelle, et ils sont conscients qu'ils ont une responsabilité pour le changement de la situation. À quel point cette conscience va se transformer en actions qui vont avoir un impact sur la lutte, ça on le saura dans l'avenir, en tout cas c'est leur responsabilité. Concernant les autorisations, je pense qu'on n'a pas à demander une autorisation en tout cas. Nous sommes des défenseurs des droits humains, nous sommes des organisations, des réseaux où les associations tunisiennes font partie de ces réseaux, donc on est allé voir les associations membres comme on le faisait depuis au moins 2011, depuis 2011 on le fait, donc on n'a pas à demander une autorisation à quiconque. Pour l'accréditation, oui, je vais pas revenir, Alex avait exprimé ça, et c'est un signe très révélateur de la situation, du contexte dans lequel vont se passer les élections de 6 octobre. Pour le ravage de Nahda, on avait parlé aux partis politiques. Est-ce qu'il y a une similitude entre la situation des partis islamistes dans toute la région, en Égypte, au Maroc et en Tunisie, pas l'Algérie, parce que l'Algérie n'a pas connu le soulèvement en 2011. Est-ce que ce n'est pas une chose qui se ressemble? Les islamistes sont arrivés au pouvoir, au moins au gouvernement, parce qu'au Maroc ils ne sont pas arrivés au pouvoir, mais ils ont dirigé le gouvernement, et par la suite ils ont été destitués et écartés du pouvoir. Est-ce que c'est une politique générale de toute la région? Donc, bon, il n'y a pas cette conviction chez quelques partis politiques tunisiens. Ils pensent que c'est surtout les erreurs qu'ils ont commises qui a mené la situation en Tunisie actuelle. Merci. Merci. Je voudrais juste dire que moi j'ai gardé un souvenir de la rencontre avec les deux représentants de Nahda, et j'étais totalement surprise de voir à quel point il portait un discours complètement différent de celui auquel on est habitué, qui était très critique à l'égard du président. Et ça m'a un peu surpris, et j'aurais bien aimé qu'on creuse un peu plus ça, parce que moi j'étais tellement étonnée de voir cette... je ne sais pas si tu étais avec... oui, c'est pour ça. Je te dis, tu n'as pas été toi-même un peu surprise de cette présentation des enjeux, etc. Une discussion politique normale avec des gens de Nahda. J'étais vraiment assez surprise. Merci beaucoup donc, à vos interventions, à vos questions aussi, à vos réponses. Peut-être en guise de conclusion générale. Donc peut-être, bon, il y a une question sur l'Algérie, mais moi je vais la mettre une réaction, pas une réponse. Je dirais que probablement le premier télégraphe, voire coup de téléphone de félicitations, va venir tout à bout. Hein, évidemment, l'Algérie et le système algérien, hein, on garde un œil très important sur la Tunisie, et il y a beaucoup de similitudes sur la façon, y compris sur le mode opératoire des choses. Ceci étant dit, on espère que les démocraties ne font pas de même. On va pas envoyer des télégrammes de félicitations pour une élection tronquée, donc qui ne mérite pas. On va le voir. Mais en tout cas, c'est ce qui est un peu notre ordre, c'est de dire, d'éviter d'envoyer ces messages immérités d'un monsieur. Et puis, bon, c'est peu, on n'a pas de temps. La Tunisie, comme tous les pays, c'est un peu complexe. Il existe effectivement des partis politiques en Tunisie qui continuent à agir dans des conditions pour le moins difficiles, pour ne pas dire plus. Ce qu'il faut remarquer, c'est que tout l'éventail politique s'agit en Tunisie, de l'extrême gauche jusqu'à la droite extrême, voire l'extrême droite. Mais notre caractéristique, c'est qu'on a 8 secrétaires généraux de ces partis sont en présence.
Par un, par deux, par trois, par quatre. À commencer par Al-Nahda, qui a son président et le successeur et le troisième en prison. Ça, c'est, on va dire, le camp islamiste, d'un côté. Mais vous avez de l'autre bord le camp anti-islamiste, PDL, Madame Abir Moussi, qui est l'autre morceau, qui est en prison. Qui est en prison aussi. Donc vous avez, et il continue à manifester dans les rues, dans des conditions encore aussi. Et vous avez entre les deux, si vous voulez, tout un éventail de formations politiques qui existent, qui travaillent, mais dans des conditions complètement aberrantes. Donc ils n'ont pas accès aux médias, ils n'ont pas accès à des... Ils sont poursuivis sous le coup, pareil, des instruments juridiques que vous avez bien décrits, le décret loi 53, mais aussi la loi contre le terrorisme. Une simple réunion de ces partis qui poserait le problème de l'alternance pacifique, du pouvoir est conclu. Vous pouvez me revenir, mais ne posez pas la question de l'alternance politique ou la participation. Non, mais ça, c'est le cas de beaucoup de dirigeants politiques ou de personnalités indépendantes qui sont aujourd'hui en prison. Donc, c'est un paysage partisan assez mouvementé et assez déstabilisé, puisque l'objectif annoncé, c'est d'éliminer les intermédiaires, en particulier les intermédiaires politiques, mais pas que, syndicaux aussi, associatifs aussi. Évidemment, en se fondant sur un bilan, sur un désenchantement, il a été très rapidement, évidemment, toute cette classe politique a géré le pays, et pas que politique, y compris syndical. Le rôle du syndicat pendant 10 ans, depuis la Révolution jusqu'à l'accès de M. Païssa au pouvoir, était très important, était un partenaire fondamental de tout ce qui se passe en Tunisie. Et bien tout cela, toute cette classe politique, toute cette élite est jugée responsable des problèmes auxquels les Tunisiens ont été confrontés. Et donc on instrumentalise un certain nombre de questions, d'échecs, de faillites. Mais jamais, pendant cette période-là, on a eu ce qu'on a vécu. La liberté d'expression était libre. Il y a eu des procès, mais marginaux, de répression. Il n'y a pas eu de violations aussi systématiques, aussi organisées. L'impunité de la police n'était pas aussi garantie par l'exécutif. J'ai jamais vu ça. La presse, vous parlez de la presse, comme vous dites, la presse exerçait librement ses limites. Les manifestations étaient aussi libres. Donc vous voyez, on ne peut pas faire la comparaison. Si c'est au prix d'escamoter ou d'effacer toute cette liberté avec laquelle il y a toute une génération qui s'est formée, et on constate actuellement que les jeunes, beaucoup de jeunes, manifestent aussi pour pouvoir, parce qu'ils ne veulent pas perdre cette liberté qu'ils ont acquise. Voilà. Donc vous voyez, c'est un peu complexe, mais on va continuer à suivre cette situation-là. En tout cas, on remercie beaucoup les initiateurs, la Fédération internationale des droits de l'homme, le ROMED, le comité, pour cette initiative. Et je pense que le Comité international de solidarité a un programme chargé, avec d'autres aussi. Et on aura certainement d'autres occasions de parler de ce pays, malgré l'actualité absolument terrible que nous connaissons et qui pèse de tout son poids sur nous tous, toutes et tous. Gaza, Liban, Ukraine, enfin, bref, migration. Il n'empêche que nous devons aussi faire passer quelques messages au niveau de ce pays. Merci beaucoup et puis à la prochaine. Au revoir.